Ça va? Pas encore. Je Sinon, si tu rencontres des soucis, moi, je partage mon écran. Ouais, vas-y, pardon. Vas-y. Ouais. Alors, alors, du Partners, alors, pour faire une présentation un peu chronologique, en fait, du Partners, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc, il y a née une réflexion entre les fondateurs du Partners, dont je fais partie. Et l'idée, Excuse-moi, on t'entend un peu. C'est comme si tu étais un peu retiré tu étais loin du micro. Si tu peux te rapprocher un peu. là, c'est bon? Ouais, ça va beaucoup mieux. Ouais. Donc, je disais que c'est une aventure entrepreneuriale, en fait, qui a débuté avec des fondateurs du Partners, dont j'en fais partie. Et l'idée, en fait, c'est que après des années de mission, de travail, d'études, on a compris que les entreprises africaines n'avaient pas assez de demandes, n'avaient pas assez d'outils pour pouvoir faire face à la concurrence, pour pouvoir faire face à tout ce qui arrive de nouveau dans leur environnement. Donc, l'idée est venue de mettre en place un cabinet de conseil qui pourra les aider à mieux maîtriser l'environnement d'affaires. Et donc, avec pas mal d'expérimentés, d'anciens de grandes entreprises comme Deloitte et autres, on a mis en place en fait ce cabinet-là. Aujourd'hui, Bipartner regroupe en son sein plusieurs consultants avec des profils assez variés. Et ce qui est la particularité, c'est que tous les consultants sont africains. Et donc, en fait, c'est vraiment des personnes qui sont ancrées dans la culture africaine, qui maîtrisent l'environnement africain, les affaires africaines. Et puis, la quasi-totalité de nos équipes, en fait, ont un certificat Singapour, vous saurez ce que c'est Singapour plus tard. Et puis, ils ont tous, en fait, un titre français. Donc, c'est des gens qui ont eu des diplômes en Europe, comme moi, par exemple, comme Menu. Et puis, voilà, ils sont tous des personnes expérimentées qui ont déjà travaillé pour des entreprises, de référence à droite. Donc, on travaille pas mal d'entreprises, aussi bien des grands groupes comme les petites entreprises, aussi bien des écoles comme des institutions. Donc, vous voyez, il y a la Moirie de la République de Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, voilà. Donc, voici comment on peut résumer du Partners. Après, on a nos missions, nos prestations. Alors, je ne sais pas si c'est à la suite de la présentation. Non, on n'a pas. Alors, donc, je pense qu'on alors, on va, grosso modo, en fait, on fait on aide des entreprises vraiment à pouvoir s'implanter sur des environnements dans lesquels ils n'ont pas d'information. Donc, on fait des études stratégiques d'implantation, on les aide sur tout ce qui est thématique de due diligence, analyse de l'honorabilité des partenariats d'affaires, tout ça, c'est des choses qu'on verra. On les aide aussi sur tout ce qui est accompagnement juridique dans le cas des entreprises qui ne sont pas, par exemple, ivoiriennes et qui veulent s'implanter en Côte d'Ivoire. On les aide sur ces sujets-là. Et puis, ouais, on va dire, c'est ce qu'on fait. On fait des formations aussi, on va vous expliquer dans les détails. Donc, c'est un peu ça, en fait, les prestations de Partners. D'accord, ok. Du coup, j'essaie. Ok. Donc là, je crois que... Ouais. Donc, merci Franck pour la présentation. Du coup, pour, on va dire, les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Donc, excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Allô? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, de mon côté, je vois l'écran. Ok, d'accord. Parce que j'ai eu... Attendez. Donc, ok. Donc, les quelques minutes qu'on va passer ensemble, donc ça va s'articuler autour de ces différents points. Donc, déjà, on va parler de pourquoi, voilà, s'intéresser à l'intelligence économique. Donc, on aura en deuxième partie les 3 piliers de l'IE. Ensuite, on va vous présenter aussi les débouchés que vous pouvez avoir lorsque vous
décidé de vous réorienter en intelligence économique. Et en dernière partie, on va vous présenter notre offre de formation. Donc, pour commencer, pourquoi l'intelligence économique? Donc, tout d'abord, on va parler du contexte. Donc, pourquoi les entreprises sont en quelque sorte obligées de développer un pôle, on va dire, intelligence économique. Donc, tout d'abord, le premier point, c'est l'infobésité. Donc, par infobésité, on veut dire la masse d'informations dans laquelle nous baignons. Tout ça est dû à la vitesse de transmission des différentes informations, que ce soit les informations en ligne, donc tout ce qui est oral, tout ce qui est écrit, et même les journaux aussi, tout ce qui est physique. Donc, on a une augmentation d'informations. Donc, l'objectif en s'intéressant à l'intelligence économique, c'est de mieux comprendre toute cette masse d'informations et de pouvoir capter l'information utile. En deuxième point, on a la saturation des marchés traditionnels. Donc, qu'est-ce qu'on appelle saturation des marchés traditionnels? Donc, on remarque que de plus en plus d'acteurs naissent. Donc, qui dit naissance d'acteurs, qui dit augmentation de la concurrence. Donc, l'objectif pour les entreprises qui s'intéressent à l'intelligence économique, c'est vraiment comment se différencier de la concurrence, quelles sont les astuces, quelles sont les nouvelles offres qu'elles peuvent développer pour vraiment attirer encore plus les clients. Et en troisième point, on a la conquête de nouveaux marchés. Donc, au niveau de ce point-là, on peut donner comme exemple tout ce qui est lié à la mondialisation. Donc, on a de plus en plus d'entreprises ou même les États ou les institutions qui créent des partenariats, qui lient des partenariats, qui décident de s'implanter dans d'autres entreprises, dans d'autres lieux, dans d'autres pays, dans d'autres continents même quelquefois. Donc, l'objectif, c'est vraiment comment bien capter l'information pour pouvoir mieux réussir son implantation, pour pouvoir mieux réussir son partenariat avec les différents acteurs, comment détecter le vrai du faux. Donc, c'est vraiment ces trois points-là qui poussent, on va dire, les entreprises à s'intéresser à l'intelligence économique. Donc, on va commencer par une petite définition. Je vous laisse une minute, 2 minutes pour pouvoir prendre connaissance de la définition. Pardon, Noémie, est-ce que tu préfères que tu poses des questions en même temps que tu évolues ou tu préfères qu'ils notent leurs questions? Je pense qu'ils peuvent... Bon, je pense qu'à la fin, on a mis la partie questions à la fin. voilà, donc ils n'hésitent pas à noter questions et tout ça pour la fin. D'accord. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat box. Voilà, on va déjà commencer à collecter les questions et à la fin de la présentation, voilà, Noémie et Franck pourront répondre à ces différentes questions. Merci. Noémie, je te laisse continuer. OK, donc voilà, donc on va dire si on doit retenir vraiment quelque chose de l'intelligence économique. Donc c'est vraiment une thématique, une discipline qu'on utilise pour pouvoir s'orienter, donc on va dire dans le vaste monde des affaires. Donc l'intelligence économique nous permet de collecter l'information utile, de pouvoir l'analyser et de pouvoir en dégager, on va dire, les axes stratégiques que les entreprises peuvent suivre pour pouvoir être de plus en plus compétitive face à la concurrence. Donc, maintenant qu'on part de la même base, donc maintenant, on va parler des 3 piliers de l'intelligence économique. Donc, les 3 piliers de l'intelligence économique, on a l'influence, la protection et la veille. Au niveau de l'influence, on a 2 sous-piliers. Donc, on a le lobbying et la gestion de crise. Au niveau de la protection, on a sécurité des locaux, sécurité des systèmes d'information ou encore sécurité des personnes. Peut-être que quelquefois, vous avez déjà entendu le mot sûreté aussi. Donc, tout ça, c'est inclus dans le pilier protection. Et au niveau de la veille, on a 2 sous-piliers. On a la veille automatisée et on a la due diligence. Donc, on va commencer par la veille. Donc, en ce qui concerne la veille, donc comme je le disais tout à l'heure, on a 2 variantes de la veille. Donc, on a la veille automatisée et la due diligence. Donc, due diligence, on peut aussi l'appeler l'enquête.
Donc, au niveau de la veille automatisée, donc, pour pouvoir apporter un peu une définition, donc c'est un ensemble d'activités visant à obtenir des informations à caractère stratégique ou opérationnel sur l'évolution de l'environnement pour identifier les opportunités ou les menaces. Donc, c'est vraiment un outil de travail donc, qui permet aux entreprises, par exemple, de pouvoir détecter de nouvelles opportunités, de pouvoir anticiper les menaces, de pouvoir anticiper tout ce qui est mutation inhérente à la stratégie d'entreprise. La veille aussi permet d'adapter une action face à une situation donnée, de comprendre la concurrence, donc les différents acteurs qui naissent, et de pouvoir suivre aussi, pourquoi pas, sa réputation en ligne. Donc, pour pouvoir savoir qu'est-ce que, on va dire, nos clients pensent de notre entreprise et de nos produits. Donc, en fonction du besoin de l'entreprise, on peut dégager différentes veilles. Donc là, on vous présente 6 veilles. Après, on peut encore en dénombrer bien d'autres, mais c'est vraiment les veilles principales. Donc, on a la veille concurrentielle. Donc, la veille concurrentielle, c'est vraiment celle qui nous permet de suivre que ce soit les actions, les produits ou les évolutions au niveau de nos concurrents actuels ou futurs. On a la veille e-réputation, donc e-réputation, tout ce qui se passe en ligne. Donc, c'est vraiment la veille qui nous permet de savoir qu'est-ce que nos clients, qu'est-ce que les internautes pensent de notre marque, de nos produits, de notre entreprise sur les réseaux sociaux. On a la veille technologique. Donc, la veille technologique, c'est vraiment la veille qui permet de pouvoir suivre, on va dire, les nouveaux procédés de fabrication, tout ce qui est brevet aussi. Tout ce qui est innovation technologique, les évolutions aussi au niveau des startups. On a la veille réglementaire. Donc, la veille réglementaire, c'est la veille qui permet à l'entreprise de pouvoir suivre les nouveaux tests applicables à son secteur d'activité. On a la veille sectorielle. Donc, la veille sectorielle, c'est le dispositif de surveillance continue des évolutions de la société et du marché. Et enfin, on a la veille financière. Donc, la veille financière, c'est la veille qui permet à l'entreprise de pouvoir suivre tout ce qui est actualité financière et aussi de pouvoir analyser les comptes financiers. Donc, ce qu'on doit retenir de ces slides, c'est vraiment la veille intervient dans, on va dire, pratiquement tous les services, toutes les branches liées à une entreprise. Donc, quel que soit le domaine ou quelle que soit la branche dans laquelle vous êtes au niveau de l'entreprise, vous pouvez réaliser une veille en fonction du besoin qui se dégage. Donc, pour pouvoir à chaque fois mieux expliciter nos propos, on a une partie cas pratique exemple. Donc, le premier exemple, c'est, voilà, on vous présente un exemple de veille concurrentielle. Donc, la plupart du temps, lorsque vous êtes confronté à une mission de veille, vous avez toujours un contexte. Le contexte, c'est pourquoi l'entreprise s'intéresse à une veille concurrentielle. Quels sont, on va dire, les arguments qui poussent, par exemple, les dirigeants à se dire peut-être faudra qu'on mette en place une veille concurrentielle. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est vraiment le cas sorti de la crise sanitaire. La plupart du temps, on a aussi une carte d'identité. Par carte d'identité, c'est vraiment comprendre l'entreprise, l'environnement, le domaine, pourquoi, voilà, toujours pourquoi l'entreprise s'intéresse à telle veille. Donc ici, dans l'exemple, il s'agit d'une entreprise qui travaille dans le domaine bancaire et qui aimerait suivre les actualités de ses concurrents et des offres innovantes dans le secteur bancaire à l'étranger. Et du coup, de ce besoin-là et de ce contexte, on peut dégager le cahier de charges, donc mettre en place une veille concurrentielle, identifier les nouveaux acteurs, décrypter les changements des consommateurs et réaliser un benchmark des nouveaux moyens de paiement. Donc, voilà. Et le résultat, là, on vous a présenté un peu, on va dire, une mise en page, une mise en forme que vous pouvez proposer à votre client. Donc ici, il s'agit d'un tableau de bord qu'on a réalisé avec un logiciel qu'on vous présentera à la fin. Donc il s'agit de SynDop. Et du coup, là, en fonction du besoin, en fonction des demandes aussi du client, donc on a décidé de présenter un peu une forme un peu plus graphique. Donc, où le client peut avoir accès à un nuage de mots avec les différents acteurs qui apparaissent dans l'actualité. On a des tags aussi, un histogramme pour pouvoir faire
pour pouvoir suivre le récapitulatif des sources. Et aussi, on peut suivre, pourquoi pas, les tendances. Donc, en fonction du nombre de volumes, pour savoir, voilà, qu'est-ce qui est actuel, qu'est-ce qui est tendance en ce moment. Maintenant, on va passer à la due diligence. Donc, la due diligence, c'est l'ensemble des vérifications qu'un investisseur décide de réaliser en vue d'une transaction. Donc, par transaction, ça peut être un futur partenariat, une future acquisition, voilà, une future acquisition, un futur partenariat, un investissement aussi peut-être dans une start-up. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de savoir quelle est la santé financière de l'entreprise dans laquelle je veux investir ou avec laquelle je vais réaliser un partenariat. Est-ce que la personne a une bonne réputation en ligne aussi? Est-ce que tout ce qui est fiscal, la personne est en règle? Qu'en est-il du dirigeant? Est-ce que le dirigeant a une bonne réputation? Est-ce que, on va dire, est-ce que ce n'est pas un truand? Donc, la due diligence vraiment permet de vérifier un peu tous ces aspects pour pouvoir apporter des idées ou des réponses claires aux investisseurs pour mieux sécuriser leurs investissements. Donc après, au niveau des enjeux, on a listé quelques enjeux qui poussent aussi les investisseurs, voilà, à pouvoir se tourner vers la due diligence. Donc, analyser les données économiques, enquêter sur les principaux dirigeants, enquêter sur la réputation, enquêter sur les litiges commerciaux. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de résumer tout à l'heure. Donc, à chaque fois, comme je vous ai dit, avant l'exemple, on va passer d'abord, lorsqu'on réalise une due diligence, on va dire quels sont les mots-clés ou quelles sont les informations principales qu'on recherche. Donc, s'il s'agit d'une personne physique, donc par personne physique, on parle d'une personne, par exemple moi, ou personne morale, c'est vraiment toute une entreprise. Donc, au niveau de personnes physiques, la plupart du temps, avec la due diligence, on cherche, voilà, quelle est l'image Internet de la personne. On vérifie les anciens employeurs, les anciennes fonctions. On vérifie les diplômes, la réputation professionnelle. On vérifie est-ce que la personne a vraiment réalisé les formations qu'elle indique sur son CV. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil aux RH quelquefois qui peuvent, pourquoi pas, réaliser notre réputation en ligne pour savoir pour savoir quel est le type de collaborateur qu'on recrute au niveau de l'entreprise. Et au niveau de la personne morale, c'est vraiment vérifier les informations administratives, vérifier l'actionnariat, est-ce que l'entreprise a eu des soucis répertoriés, quels sont les clients de l'entreprise, quels sont les comptes financiers. Donc, c'est vraiment toutes ces informations-là qui nous intéressent au niveau de la due diligence. Donc, au niveau de l'exemple, ici, on vous a présenté un exemple pour pouvoir mieux illustrer le genre de mission auquel vous pouvez être confronté. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours un contexte. Et après du contexte, on dégage le cahier de charge. Et après, on vous a présenté un peu une petite synthèse de mission. Donc, la synthèse, c'est vraiment pour pouvoir permettre aux clients de pouvoir obtenir les informations, donc les informations clés. Quelles sont on va dire, les recommandations qu'on apporte face au partenariat ou face à l'acquisition. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre au client de pouvoir décider dans son partenariat. Donc, ensuite, on a le deuxième pilier. Donc, le deuxième pilier, c'est la protection de l'information. Donc, au niveau de la protection de l'information, le premier sous-pilier, c'est la sûreté. Donc, par sûreté, on entend tout ce qui est sécurité physique des collaborateurs, que ce soit la protection aussi du matériel de travail, la protection des lieux physiques de l'entreprise, donc le bureau dans lequel les collaborateurs viennent réaliser le travail. Donc, c'est vraiment la protection globale de toutes les activités de l'organisation. Donc, pourquoi, quels sont, on va dire, les avantages que les entreprises ont lorsqu'elles s'intéressent à la sûreté? Donc, déjà, elles peuvent gérer tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui est terrorisme, les risques sectaires. Elles peuvent aussi protéger leurs salariés.
Elles peuvent cartographier et représenter matériellement les risques et aussi bâtir un compte espionnage, légal, éthique et surtout efficace. Donc, au niveau de la sûreté, quel est le genre de mission que vous pouvez être amené à réaliser? Donc là, on vous a présenté un cas pratique qu'on a déjà eu à réaliser pour un client. Donc le but ici, c'est, on va dire, vous êtes au niveau de la branche sûreté de votre entreprise et du coup, vous devez accompagner un collaborateur qui doit effectuer un déplacement. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'apporter, on va dire, tout ce qui est actualité sécuritaire pour que le déplacement puisse bien se placer. Donc, la plupart du temps, dans la demande de mission, vous avez le pays de déplacement, vous avez le nombre de collaborateurs qui se déplacent, la période, la mission et les commentaires particuliers. Donc là, on vous présente un peu une synthèse de ce qu'on peut proposer aux clients concernant le déplacement. Donc, là, au niveau de l'analyse des risques, donc l'analyse des risques, c'est vraiment apporter un résumé de tout ce qui se passe réellement dans le pays où le déplacement va être effectué. Donc, que ce soit l'atmosphère générale, que ce soit l'atmosphère politique, que ce soit l'atmosphère sécuritaire, donc savoir est-ce que tout se passe bien ou est-ce qu'il y a des cas de banditisme, de terrorisme, ou voilà. Ou est-ce qu'au niveau de la politique, c'est plutôt compliqué en ce moment dans le pays. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apporter les billes actuelles vraiment sécuritaires pour que la direction puisse décider est-ce que vraiment elle réalise le déplacement ou pas de ses collaborateurs-là. Parce que l'objectif, comme je le disais, c'est vraiment de protéger aussi les collaborateurs. Et en deuxième partie, on a les recommandations. Donc, au niveau des recommandations, c'est vraiment apporter une analyse, c'est-à-dire vous partez, voilà ce qui se passe dans le pays, mais dans le cas où la direction décide d'envoyer quand même les collaborateurs, qu'est-ce que les collaborateurs peuvent faire pour que la mission puisse bien se passer? Donc, peut-être vous pouvez renseigner les numéros utiles, vous pouvez renseigner quels sont les quartiers qui sont un peu plus sécuritaires que d'autres. Comment, je ne sais pas, peut-être s'il y a des pays où il y a des tenues qui sont un peu plus adaptées que d'autres pour que les collaborateurs puissent passer vraiment inaperçus. Donc, l'objectif, c'est vraiment apporter voilà, toute cette analyse pour que la mission puisse bien se passer dans le cas où la direction décide d'envoyer ces collaborateurs-là. Donc, enfin, le deuxième sous-pilier, c'est la cybersécurité. Je sais que la plupart du temps, quand on entend cybersécurité, la plupart du temps, les gens pensent directement à tout ce qui est aux hackers, tout ce qui est, on va dire, sécurité technique, tout ce qui est codage, tout ce qui est vraiment informatique. Mais au-delà de cet aspect-là, dans l'intelligence économique, on a aussi une partie cybersécurité qui n'est peut-être pas technique, mais qui est aussi importante pour les collaborateurs et pour les entreprises. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'apporter, on va dire, les astuces aux collaborateurs qui sont peut-être pas techniques, mais qui peuvent mettre en place on va dire, des bonnes pratiques. Donc, des bonnes pratiques pour permettre que peut-être leur PC de travail ne soit pas hacké, pour permettre que leur téléphone de travail ne soit pas rempli de virus. Donc, c'est vraiment quelles sont les petites astuces que tout le monde peut mettre en place pour que l'entreprise en général ne soit pas attaquée par, voilà, par les hackers ou par des attaques malveillantes. Donc, ici, comprendre le risque et réagir. Donc là, on va dire, résumer un peu les différentes, on va dire, attaques auxquelles les collaborateurs peuvent être confrontés. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter pour chaque attaque, qu'est-ce que je peux mettre en place, que ce soit technique ou pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux réagir, est-ce que je dois contacter le support technique, est-ce que je peux moi-même, avant de contacter le support technique, mettre des trucs en place pour pouvoir limiter l'attaque. Parce que le but aussi, c'est que de plus en plus, on remarque que des entreprises sont confrontés à des attaques malveillantes, mais du moment où on a un collaborateur, même que ce soit un stagiaire ou que ce soit, tant que la personne a un PC connecté au réseau de l'entreprise,
la personne peut avoir accès à toute l'entreprise. Donc, le but, c'est vraiment de sécuriser tous les, on va dire, tous les niveaux de l'entreprise pour éviter tout ce qui est attaque malveillante. Donc, ensuite, on présente aussi toutes les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Donc, même vous, à votre niveau, vous pouvez aussi mettre en place les bonnes pratiques, même pas forcément que au niveau de votre entreprise, mais au niveau personnel. Donc, les mots de passe, vous devez avoir des mots de passe plutôt différents et plutôt complexes. Donc, quelquefois, je sais qu'il y a quelques sites qui demandent des mots de passe avec on va dire, des symboles particuliers, par exemple le arrobase ou le dièse, ou voilà. Donc, il faut vraiment un mot de passe complexe et différent pour chaque site. La sécurité sur les réseaux sociaux, donc il faut savoir à qui on parle sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur tous les liens sur les réseaux sociaux sur lesquels il faut cliquer, parce que quelquefois, il y a juste un hacker derrière qui récupère vos données et qui peut ensuite avoir accès à, on va dire, tous vos dossiers. Donc, ça aussi, il faut faire attention. On a la sécurité des appareils mobiles. Donc, voilà, le téléphone, on l'a tout le temps. Donc, il faut faire attention aux appels, aux SMS qu'on reçoit, tout ce qui est sauvegarde, mise à jour, et aussi, voilà, aux usages pro-personnels. Des fois, certains préfèrent bien séparer, avoir des outils que pour le travail et des outils que perso, comme ça, on n'influe pas dans le cas où il y a un côté qui est rempli de virus, on n'influe pas sur l'entreprise ou sur le perso. Donc, je pense que voilà, c'est là que je m'arrête. Je vais passer la parole à Franck. Après, si vous avez des questions, dans tous les cas, je serai là pour répondre à toutes vos questions ou si vous avez besoin d'éclaircissement aussi. Du coup, Franck, je ne sais pas si tu peux partager ton écran. Oui, alors, déjà, Donc, j'essaie de partager mon écran. Vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Oui. C'est tout bon? Donc, vous l'aurez compris, hein, l'intelligence économique, il y a vraiment cette partie anticipation en cas de développer une ennemi et la partie protection. Alors, il faut anticiper pour se protéger et ensuite il faut réagir. Donc, le troisième pilier de l'intelligence économique qui concerne l'influence. Alors, ce n'est rien d'autre que des méthodes. Oui. Sans te couper, on t'entend un peu faiblement, si tu peux parler un peu fort. Ouais. Bon, en tout cas, moi, hein, je ne sais pas si les autres, c'est la même chose. Peut-être qu'il faudrait que tu te rapproches un peu de l'ordinateur, je pense. Alors, ça ira mieux. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon? OK. Ouais. Donc, comme je le disais, il y a tout ce qui est, en termes de troisième pilier de l'intelligence économique, il y a tout ce qui est influence, tout ce qui est réaction face à une situation donnée, tout ce qui est méthode pour pouvoir convaincre des entités ou des structures, des organisations. Alors, il faut dire qu'en termes d'influence, il y a deux volets en fait dans l'intelligence économique. Alors, il y a le lobbying, qui est plus des actions à l'endroit des États, des entités publiques. Et il y a la gestion des crises qui est beaucoup plus une pratique en entreprise, une pratique au sein d'une organisation donnée. Donc, c'est très important aussi de faire la nuance entre influence et lobbying. Alors, lobbying, ça englobe que les structures publiques, les ONG, les organisations internationales. L'influence prend en compte la partie publique et la partie privée. Parce qu'au niveau des entreprises, il y a pas mal de stratégies d'influence, il y a pas mal de méthodes voilà, pour se faire entendre. Et en l'occurrence, ça s'appelle l'influence et non le lobbying. Le lobbying, c'est ce qui se fait auprès des décideurs publics. Donc, la définition de lobbying, c'est vraiment voilà, une stratégie menée par un groupe d'individus, que ce soit un petit groupe ou deux, trois personnes, c'est pareil, c'est un groupe d'individus pour faire entendre leur voix ou défendre
leurs intérêts. Et l'idée, c'est que voilà, ça peut se faire de manière assez organisée au point de pouvoir obtenir gain de cause. Donc, très souvent, ça se fait de manière discrète. Ça peut se faire aussi de manière agressive, mais la manière agressive, il n'y a que vraiment ceux qui sont les adeptes en fait, du lobbying qui peuvent voir l'agressivité en fait. C'est comme ce qu'on voit un peu sur le climat, par exemple. On voit pas mal de choses qui se font. Voilà, ne détruisez pas l'héritage de nos progénitures, de nos enfants, des trucs comme ça. Voilà. Tout ça, ça relève quand même du lobbying. Alors, quels sont les enjeux pour un lobbying? Alors, la plupart du temps, c'est vraiment pouvoir analyser un environnement et dire comment est-ce qu'on peut influencer sur la décision d'un gouvernement, par exemple, face à tel sujet. Et c'est surtout ce qui pousse des personnes qui sont, pour la plupart du temps, hein, dans le même secteur d'activité, qui ont des points d'intérêt communs. C'est ce qui les pousse à vraiment aller dans le sens de faire infléchir peut-être une décision gouvernementale qui est contre leur intérêt, ou plutôt pousser le gouvernement à bout afin de prendre une décision qui sera à leur avantage. Et donc, la plupart du temps, il faut connaître des personnes, il faut maîtriser les circuits des institutions, il faut savoir qui décide dans une organisation, il faut développer un bon argumentaire pour pouvoir véritablement convaincre le décideur, il faut pouvoir analyser l'environnement, que ce soit pour une entreprise ou même pour un État, il faut savoir voilà, quel ministère détient le pouvoir de faire basculer la décision ou pas. Et ça, c'est vraiment des méthodes et techniques qu'on apprend quand on fait l'intelligence économique, on s'intéresse beaucoup plus aux piliers d'influence ou de lobbying. Alors, parce que, voilà. Donc, moi, j'ai préparé un exemple pour vous, vu qu'on en parle beaucoup, que c'est un sujet d'actualité, le sujet de la planète. Donc là, les lobbyistes sont très souvent des personnes qui ont de la stratégie, qui sont des stratèges dans l'âme. Et très souvent, le lobby, il peut en même temps influencer une décision, en même temps se faire passer pour une victime de cette décision-là. Et c'est ça aussi les stratégies de lobbying. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une organisation, une organisation, une ONG hein, qui lutte contre les déchets sauvages dans les rues, dans les endroits un peu, on va dire, des déchets exposés à l'environnement ou exposés dans des endroits publics. Et en fait, cette organisation lutte contre les déchets, mais en réalité, c'est une organisation qui est gérée par quelqu'un qui lui-même est un mec qui produit des déchets. Donc, en l'occurrence, M. Bate, qui est le secrétaire général de l'ONG, et en même temps, il est secrétaire général d'une autre structure qui plutôt produit du plastique et qui est plutôt pro, on va dire, plastique. Donc, ça, c'est un exemple concret, par exemple, d'une stratégie de lobbying. Donc, il est en même temps, de l'autre côté, il séjoue les victimes, et en même temps, il est aussi celui-là qui, voilà, qui pollue, on va dire. Ça, c'est un exemple. Peut-être que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ça ne va pas peut-être trop vous parler, puisque vous ne connaissez pas, mais il y a l'exemple récemment, il y a eu cette actualité sur les livreurs de ceux qui font la livraison, où il fallait mettre en place un groupe de personnes pour changer la décision du gouvernement sur le fait qu'il faut qu'une entreprise de livraison puisse disposer d'un capital de 5 millions pour pouvoir exercer sur le territoire ivoirien.
Et ça, en l'occurrence, il y a pas eu il y a eu des groupes de personnes qui ont mené des actions, mais ça n'a pas donné de résultats probants, de résultats véritables parce que, voilà, il n'y avait pas de stratégie de lobbying derrière. Donc ça, c'est un exemple. Lobbying, c'est aussi dans le cadre peut-être des réseaux sociaux. Il y a pas mal de dérives, il y a pas mal de ce qu'on appelle buzz, hein, généralement en Afrique. Il y a pas mal de choses qui se font, il y a pas mal de dérives et un groupe de personnes peut s'organiser, mettre en place un bon argumentaire, maîtriser les institutions, maîtriser la personne qui peut censurer, qui peut défendre et faire une action de lobbying, par exemple. Donc, à côté de ça, en entreprise, la plupart du temps, les stratégies s'orientent sur l'intérêt de l'entreprise. Donc, une entreprise qui est dans le domaine minier va plutôt s'organiser de telle sorte à ce que le domaine minier, les décisions qui sont prises soient à son avantage. Et ça, on l'a vu dans ce que fait Bolloré, par exemple, en Côte d'Ivoire, et même en Afrique, hein, au niveau des ports où Bolloré a ses installations, on voit comment Bolloré arrive à influencer les décisions au niveau des institutions pour que voilà, les décisions soient en leur faveur. Et il y a aussi le cas récent de Castel en Centrafrique aussi, voilà, qui a joué dans la prise de décision sur tout ce qui est boissons alcoolisées et tout ça. Il y a aussi le sujet qui fait quand même pas mal d'actualité aussi, tout ce qui concerne les forces Wagner dans le Sahel, aussi en Afrique centrale. On voit comment, avec des méthodes de lobbying, d'influence, on voit comment la Russie arrive à faire comprendre, donc je le dis avec vraiment des guillemets, à faire comprendre à certains Africains ou à certains États d'Afrique que voilà, l'Europe n'est pas forcément l'ami de l'Afrique. On voit comment la Chine arrive avec des projets à prix réduit, mais au final développe tous des instituts chinois un peu partout en Afrique. Donc tout ça, ce sont des stratégies de lobbying. Et ça, ce sont des choses... alors, pour le grand public, ça paraît tout de suite comme... voilà, il y a tel qui est contre moi, et donc il faut que je me défende, il faut que je... Mais en réalité, c'est toute une réflexion qui est menée en amont. C'est toute une réflexion c'est toute une stratégie qui est mise en place. Et à chaque étape de cette stratégie-là, on dit, bon, là aujourd'hui, on fait sortir telle information. Demain, on fait sortir telle information pour qu'au final, l'association de ces informations doit permettre à celui qui est notre cible de pouvoir voilà, agir, soit en notre faveur, soit en notre défaveur. Parce que souvent aussi, on pousse, c'est ce que font aussi, hein, il y a tellement d'exemples, c'est ce que font aussi les GAFAM, les géants du numérique, Google, Apple, Amazon et tout ça, Facebook, c'est ce qu'ils font. On voit très bien qu'aujourd'hui, personne ne peut se séparer voilà, du numérique, des réseaux sociaux, de tout ce qui est Google, voilà, et tout ça. Et quand il y a des litiges, quand il y a des situations sur lesquelles les intérêts de ces grands, de ces géants-là du numérique sont menacés, bah, ils constituent des groupes de lobbying, ils constituent des groupes d'influence. Et très souvent, ils sont à la fois dans l'entreprise avec la casquette d'entreprise qui fait du chiffre, qui fait ses activités, voilà, qui fonctionne comme une entreprise normale, et ils sont en même temps dans les associations. C'est eux les financeurs des associations, c'est eux les patrons des associations qui sont de l'autre côté, en fait. Et tout ça, c'est des stratégies d'influence. Et ces associations, la plupart du temps, ils font des actions. On a l'impression que ces associations défendent, je ne sais pas moi, la cause, je sais pas, des femmes ou des trucs comme ça. Mais derrière, en fait,
cette cause-là, elle est défendue à moitié parce que en fait, les personnes derrière sont des personnes qui sont peut-être contre la cause des femmes. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe généralement dans le domaine de l'influence. Et pour les entreprises, c'est un sujet assez nouveau, assez complexe, parce que toutes les entreprises ne font pas. La plupart du temps, ce sont de grandes entreprises qui le font. Donc, c'est toujours l'exemple de Clean Europe Network qui, voilà. Et très souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que le lobbying ou l'influence, alors, c'est généralement des entreprises qui sont soit leaders dans le domaine et qui veulent asseoir on va dire, leur suprématie, ou c'est un consortium de petites entreprises qui essaient de se mettre en équipe pour défendre une cause. Et dans les deux cas, le lobbying peut se faire soit seul ou en équipe, en groupe. Et pour les entreprises, l'influence se fait généralement seule chez les entreprises, puisque la plupart du temps, quand une entreprise mène en place une stratégie d'influence, c'est généralement pour ses intérêts ou l'intérêt de ses services, de ses produits. Et c'est vraiment en fait pour avoir un certain avantage. Voilà, que ce soit sur peut-être les concurrents, parce qu'une stratégie de lobbying aussi, une stratégie d'influence permet d'avoir des avantages sur les concurrents. Ça permet aussi de pouvoir bénéficier des coûts exceptionnels, pour bénéficier des coûts réduits sur des produits, des marques ou des choses comme ça. En Afrique, la plupart des méthodes d'influence des entreprises, je dis méthode parce que ce n'est pas une stratégie, c'est la plupart du temps parrainer des événements, être sponsor des événements. Mais ça, en fait, c'est juste une méthode. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. C'est juste une méthode d'influence. Ce n'est pas une stratégie. Et les stratégies d'influence sont beaucoup plus costauds en fait que ça, par exemple. Et puis l'autre chose, pour ne pas rester totalement sur l'influence, vous l'aurez compris, l'influence, c'est une stratégie, ça se construit voilà, avec des acteurs, identifier des personnes clés, des cibles. Je prends un autre exemple qui est par exemple celui de la France avant d'arriver sur la gestion des crises. Alors en France, il y a ce qu'on appelle le service civique. Le service civique qui, jusqu'à un passé récent, jusqu'en 2019-2020, en 2020, le service civique devait disparaître. Il y a une association qui s'appelle, alors il faut que je me rappelle encore du nom, le nom m'échappe. Alors il y a une association qui a mis en place un dispositif de lobbying auprès de l'Élysée et qui sont passés par des personnes proches de l'Élysée, des personnes qui ont déjà fait du service civique, puisque en fait le service civique devait se substituer au service militaire ou au service d'intérêt général. Enfin, il y avait une dénomination qui devait se faire. Et ils ont pu maintenir le service civique jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple. Est-ce que vous parlez, désolé de vous couper, est-ce que vous parlez de l'association Jeunes Européens France? Non, pas Jeunes Européens en France. J'ai oublié le nom. Alors, ils sont un peu partout. Ils font beaucoup plus de l'accompagnement pour les jeunes élèves. Et ils emploient beaucoup en service civique. Le nom m'échappe. Je crois que c'est la cité, hein, cité unie, un truc comme ça. Unicité, voilà. Unicité. Voilà. Unicité. C'est une association qui est très ancrée dans le service civique et qui fait pas mal, qui recrute pas mal de bénévoles justement en fait en service civique pour encadrer les étudiants pour chercher sur Internet. À Unicité, c'est l'une des plus grosses associations en fait qui milite pour le service civique en France notamment.
Et donc, ils ont pu maintenir, en fait, pour avoir eu l'occasion de discuter avec le responsable national. Voilà, ils ont pu maintenir ce service civique-là parce qu'ils sont passés par des personnes qui ont pu convaincre l'Élysée d'abandonner la décision de changer, de supprimer le service civique au détriment de tout ce qui peut se passer, en fait. Alors, pour parler de gestion de crise, alors, il faut dire que voilà, l'influence, le lobbying, c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus réfléchi avec des techniques, des méthodes qui ne sont pas tout de suite visibles pour les profanes. Par contre, la gestion de crise, c'est une réaction, on va dire, quasi instantanée face à une situation donnée. Alors, une crise dans l'entreprise ou même dans les institutions, une crise, ça peut arriver à tout moment. Ça peut être un collaborateur qui peut-être n'a pas eu les équipements nécessaires, par exemple, pour son travail, qui peut-être a eu un accident et qui a fait que voilà, les autres collaborateurs se plaignent et que voilà, l'affaire montre au niveau des médias où c'est peut-être une grande distribution, par exemple, qui vend des produits déjà avariés, voilà, des produits dont la date de péremption est déjà arrivée et que un consommateur a malheureusement consommé ce produit et a peut-être eu des indigestions ou des problèmes de santé. Donc ça, ce sont des cas, par exemple, qui génèrent des crises. Et très souvent, quand la crise démarre, ça démarre la plupart du temps par les réseaux sociaux, par les médias. Donc, d'où l'intérêt, voilà, en amont de surveiller les réseaux sociaux, tout ça là, sur son entreprise. Parce que quand une crise commence au niveau de l'entreprise, c'est vraiment dans les médias qu'on a l'information. Et une fois que les médias prennent l'information, alors ça fait on va dire le buzz. Et la plupart du temps, en matière de gestion de crise, il faut tout de suite mesurer l'ampleur de la situation, analyser la gravité de ce qui s'est produit. Je connais pas mal d'exemples hein, en France. Hein, il y a eu le cas de Lubrizol en Normandie, qui a eu aussi pas mal de choses. Il y a eu, je crois, au niveau de... Alors, je fais un peu... J'essaie de trouver un peu des exemples de part et d'autre. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu une situation de crise au niveau de la chaîne de télé NCI, où il y avait eu des propos maladroits, où, si je me rappelle bien, un ancien, je crois, violeur est venu expliquer un peu comment il commet ses forfaits, et puis voilà, ça a généré une crise. Alors, dans ces genres de situations, la plupart du temps, c'est que le responsable d'entreprise prenne la parole et explique les faits, défend son entreprise. Mais cela ne s'improvise pas. Donc, en matière d'intelligence économique, on fait de la gestion de crise dans le but de permettre à un décideur, à un porte-parole de l'entreprise face à une crise, de pouvoir savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Parce qu'en fonction de la situation de crise, il faut pouvoir dire des choses de telle sorte à réduire la gravité de la crise, ou à pouvoir limiter les impacts voilà, que peut avoir cette crise-là, comme la démission des collaborateurs, la perte de notoriété, la chute en bourse pour des entreprises qui sont cotées en bourse. Je crois qu'on a un exemple aussi dans ce sens-là. Et c'est surtout aussi contrôler et pouvoir sauvegarder l'image de l'entreprise. Donc, on aide les entreprises à pouvoir gérer leur communication pendant une crise. Alors que ce soit une communication verbale
ou écrite. Et tout dépend de la nature de la crise. Et très souvent, ce qui se fait en intelligence économique, on fait une analyse en fait de la viralité de l'information qui a généré la crise. Moi, pour vous donner une petite expérience que j'ai eue, bon, ça, moi, je peux dire le nom de l'entreprise. Alors, moi, j'avais travaillé pour Manpower Group, qui est une entreprise dans le domaine du recrutement et aussi des produits et services IT pour la gestion des ressources humaines. Pendant la période de Covid, il y a eu un collaborateur de Manpower qui est décédé malheureusement des suites de Covid. Et cette information a généré une crise parce que le collaborateur en question il faisait partie du syndicat de l'entreprise. Et tout de suite, pendant que l'entreprise met en place des dispositions pour protéger les collaborateurs parce qu'il y avait le Covid, il y a le confinement, il faut que les entreprises donnent des masques à leurs salariés, il faut que les salariés arrivent à faire du télétravail, il faut au sein des entreprises des personnes chargées de tout ce qui est qualité de vie et de QSE. Il faut que ces personnes appellent régulièrement les employés pour prendre la situation de leur morale parce que c'était une situation exceptionnelle, voilà, ce que nous on a tous vécu. Le mec est décédé et tout de suite, ça a créé tout un tollé et toutes les organisations syndicales se sont appropriées l'affaire et les médias, les réseaux sociaux. Il y a encore des traces hein, sur les Twitter par exemple. Voilà, tout le monde disait que Manpower tue ses salariés. Manpower ne fait absolument rien pour protéger ses salariés du Covid. Et le comble, le mec, il est décédé après une intervention au niveau de l'aéroport et tout ça. Donc, voilà, ça a été vraiment toute une histoire où il fallait gérer cette crise-là. Donc, moi, pour vraiment, pour avoir été associé à ça, on a dû créer une cellule de crise. Il y avait dans la cellule de crise non seulement le PDG de Manpower, il y avait aussi le président du groupe. Et c'est des personnes qui tout de suite, face à une crise, alors, c'est vrai que c'est des patrons, mais tout de suite, ils sont inquiets parce qu'ils voient déjà la nature des dégâts, ils voient déjà la réputation, ils voient déjà la baisse des chiffres. Et donc, ce qui s'est passé, on a analysé la viralité de l'information. On a vu que voilà, l'information était assez développée au niveau des organisations syndicales. On a vu que ça a été repris dans des pays. Manpower, c'est un groupe international dont le siège se trouve aux États-Unis. Partout dans le monde entier, tout le monde relayait l'information. Et pour aller plus loin et pour mieux gérer la crise, on a vu l'occurrence de l'information. C'est lui qui a été la première personne à publier cette information en ligne. Et en réalité, celui qui a été la première personne à publier cette information, c'était rien d'autre qu'un ancien salarié de Manpower qui a été licencié pour faute grave. Donc, je vous dis que, voilà, avec les méthodes d'intelligence, quand vous gérez une crise, il faut aller jusqu'à connaître voilà, la personne qui a publié l'information, donc il faut analyser la viralité. Donc, cette personne a été, après que la crise soit gérée, puisque le président de Manpower Group a dû prendre la parole, expliquer la situation, démontrer les méthodes et les techniques de protection au niveau des salariés pendant la période et comment l'individu qui finalement n'était pas décédé de Covid, il avait des antécédents médicaux. Donc, ça a permis vraiment de pouvoir tout de suite circonscrire l'ampleur. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas su, par exemple,
Mais si vous faites des recherches tout de suite, vous verrez, il y a encore des traces sur Internet. Donc, pour vous dire que, voilà, intelligence économique, il y a l'influence, la protection, l'anticipation, donc avec la veille. Mais c'est surtout des sujets aujourd'hui qui font beaucoup d'actualité. Très peu de personnes savent comment gérer une crise, surtout au niveau des entreprises. Et c'est des métiers qui sont recherchés de plus en plus, puisque quand la crise se vient, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vulnérable, qu'on doit faire des choses, qu'on doit aboutir à une stratégie pour pouvoir communiquer et tout ça. Je crois que j'ai un autre exemple ici. Voilà, c'est le cas de la compagnie United Airlines qui a fait face à près de 2 millions de tweets négatifs. Donc, alors, les avis négatifs aussi sur les réseaux sociaux peuvent aussi générer des crises. On dit très souvent, je pense que peut-être chacun de nous a déjà dit ça une fois, que les réseaux sociaux, notamment MTN, Orange, tout ça, ils ont tendance à nous gruger sur nos forfaits ou nos abonnements qu'on fait en fait avec eux. Et ça, c'est des choses qui, si c'est fait d'une manière assez organisée dans le but de nuire à l'un des réseaux, mais ça peut constituer une crise pour l'entreprise. Donc ça, c'est pour le cas de cette compagnie aérienne, c'est presque similaire parce que, alors, il y a eu un passager de la compagnie qui a été, voilà, qui a eu, alors, je crois que est-ce que j'ai pas mis l'image de la vidéo. Alors, comme vous voyez sur la gauche, sur l'image, donc c'est un passager qui a été voilà, expulsé en fait de l'avion, voilà, des forces, tout ça. Et du coup, il y a eu beaucoup d'avis négatifs, il y a eu beaucoup de tweets. Et puis, très souvent, parmi les réseaux sociaux, Twitter, c'est le réseau social le plus actif quand il s'agit de décrier, quand il s'agit de dire des choses négatives. Et donc, ça a créé plusieurs tweets négatifs au point d'agir sur la cote de l'entreprise en bourse. Donc, l'entreprise a eu une baisse en bourse. 4%, c'est pas peu pour ceux qui sont dans le domaine. Et tout de suite, il fallait que le chef d'entreprise, le PDG, il fallait qu'il prenne la parole pour gérer, alors du moins pour avoir une communication afin de limiter les dégâts, afin de circonscrire la crise. Bon, au début, alors, il a fait son intervention. Alors, il a voulu vraiment Alors, ça dépend des entreprises et chaque entreprise a sa méthode. Il a voulu tout de suite se dédouaner en disant que voilà, c'est pas forcément de sa responsabilité alors qu'il est chef d'entreprise. Et il a fait en réalité trois tweets. Donc, le premier, c'était d'abord, bon, c'était pas sa responsabilité, c'est pas l'entreprise. Voilà, tout de suite, voilà. Il n'a pas voulu prendre vraiment l'ampleur de la situation. Il a tout de suite minimisé, en fait, les incidents que ça peut avoir. Et une fois qu'il y a eu la baisse en bourse, c'est compris que, bon, voilà, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Et donc là, il s'est mis tout de suite, voilà, il a rejeté sa responsabilité en disant que bon, voilà, c'est pas de la responsabilité de l'entreprise, mais c'est plutôt voilà des actes ou des méthodes pour pouvoir perturber le bon fonctionnement. Et au final, il a fait un troisième tweet où voilà, il reconnaissait que voilà, la situation, elle est réelle, que l'information qui circule, l'information est réelle, et donc il a présenté ses excuses
Donc, il y a plusieurs manières pour une entreprise aussi de gérer une crise. Il y a plusieurs... Alors, on peut aller dans le déni, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs qui le font. Il y a pas mal d'entreprises où on dit, OK, je sais pas moi, Apple s'en fout du travail des enfants au Congo, dans le domaine du coltan, de la colbate, et tout ça. Apple peut rejeter tout ça, mais Apple peut aussi accepter le fait que il y a eu la traite des enfants pour pouvoir fournir la matière première des iPhones et demander aussi des excuses ou demander que justice soit faite ou carrément, voilà. Ça dépend de comment il se situe et ça dépend de comment cette information a un impact sur les activités d'Apple. Là, en l'occurrence, au début, bon, ils voulaient minimiser la chose parce que c'est dit, bon, il n'y aura pas forcément grand-chose sur l'entreprise, mais comme on l'a vu, qu'il y a des baisses de cotes en bourse, il a tout de suite compris qu'il fallait réagir autrement. Donc voilà un peu au niveau de la gestion des crises, qui est le troisième pilier de l'intelligence économique avec l'influence. Et ce dont je voulais vous parler en plus, c'est le débouché qu'on peut, parce que l'intelligence économique, c'est une discipline nouvelle. On se demande toujours, ça consiste à quoi? Moi, j'ai l'habitude désormais, quand on me demande de me présenter, pas trop, je passe, quand je me présente, je suis consultant d'intelligence économique, tout de suite, la question qui arrive, et ça, c'est quasi à 99% des cas, intelligence économique, c'est quoi? En fait, tu fais quoi réellement, concrètement? Donc, les débouchés, intelligence économique, il faut comprendre que tout le monde peut faire l'intelligence économique. Et surtout là, quand on a fait le tour de table, j'ai entendu qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans le domaine minier, pétrole, ce que j'ai compris, de l'INP. Alors, tout le monde peut faire l'intelligence économique et les métiers vers lesquels on évolue quand on fait l'intelligence économique, c'est des métiers beaucoup plus de la stratégie d'entreprise, c'est beaucoup plus de la communication en matière de communication de crise, justement, en matière de communication sur des informations clés de l'entreprise, des informations stratégiques, puisqu'il y a des informations qu'il ne faut pas dire, il y a des informations qu'il faut garder, il y a des informations qu'il faut dire. C'est aussi des investigations quand on est dans le domaine journalistique. Donc, les journalistes d'investigation, par exemple, sont des personnes qui soit ont déjà fait l'intelligence économique. Par exemple, il y a une référence en matière de veille en France qui est Serge Courrier, qui est un ancien journaliste, par exemple, qui est très avancé, très référencé sur les sujets d'intelligence économique et de veille. Donc, les journalistes d'investigation peuvent faire l'intelligence économique ou ont déjà fait l'intelligence économique. Tout ce qui concerne les stratégies marketing, comment positionner son offre par rapport à son concurrent, on a dit la veille, tout ça. Donc ça, ce sont des métiers aussi pour lesquels on peut faire l'intelligence économique et réaliser ces métiers. On peut être lobbyiste, on peut faire aussi tout ce qui est de l'audit, donc les renseignements de sources ouvertes sur Internet. Donc, on peut être spécialiste de ça. Il y a des personnes qui sont des spécialistes de l'OSINT. On peut aller dans du conseil, donc comme EBI Partners, par exemple, avec les consultants d'EBI Partners, c'est du conseil sur des sujets de cybersécurité. Alors, il faut dire que le spécialiste de l'intelligence économique en matière de cybersécurité, il est beaucoup plus dans la gouvernance, dans la sensibilisation sur les méthodes, les pratiques de cybersécurité. Ce n'est pas un technicien, ce n'est pas un codeur, ce n'est pas un développeur. Voilà, c'est pas un... Bon, il peut être un hacker administratif, on va dire. Voilà, pas celui-là qui est vraiment à fond dans le truc. Et donc, même les juristes peuvent faire de l'intelligence économique. Voilà. C'est vraiment une discipline assez transversale et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire et on peut aboutir voilà, à ces différents types de métiers comptables, voilà, ou même travailler dans la technologie. Voilà. Il y a aussi une partie de l'intelligence économique qui alimente tout ce qui est profil de data analyst. Data analyst, data scientist, voilà, c'est des personnes aussi qui ont un profil intelligence économique. Alors, pour
parler un peu, là je vais un peu on va dire, je fais un petit retour d'expérience. Moi, quand j'ai fait mon master en intelligence économique et gestion de l'innovation, alors on faisait des cours avec des étudiants de Télécom Saint-Étienne. Et pour la plupart du temps, c'est des personnes voilà, ils font beaucoup plus des techniques, des technologies, des choses comme ça. Et la plupart de ceux qui sont mes amis de ce master-là, il y a beaucoup qui sont data analysts, par exemple. Beaucoup de data analysts, beaucoup de data scientists. Il y a d'autres qui sont restés économistes, d'autres sont restés dans le marketing. Je vous dis qu'il y a vraiment assez, en fait, tout un panel en fait, de débouchés. Et ce n'est pas une discipline, puisque vous l'aurez compris, c'est vraiment une discipline qui peut s'appliquer à tout type de domaine, à tout type de... Alors, le plus important, pouvoir identifier les informations stratégiques, savoir les collecter, se protéger des différentes menaces, que ce soit cyber, que ce soit intrusion dans des locaux ou protéger un collaborateur parce qu'il va dans une zone sensible comme la Russie, voilà, des choses comme ça. Ou que ce soit une entreprise dans l'écologie ou une organisation des femmes ou je sais pas, voilà, une entreprise qui prône la mobilité, il faut mettre tout le monde piéton, tout ça. Voilà. On peut faire l'intelligence économique partout, partout. Même au niveau des territoires, hein, au niveau des mairies, des départements et tout ça. Alors, il y a à ce niveau-là ce qu'on appelle l'intelligence économique territoriale. Comment vendre son territoire. Et ça, je pense que le ministère du Tourisme de la Côte d'Ivoire est dans cette démarche-là de vendre le territoire ivoirien. Vous verrez qu'il y a pas mal de publicité, pas mal de communication sur le paysage touristique, le patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire qui se fait. Il y a pas mal aussi de start-up qui émergent dans ce domaine-là et on le voit. Donc, tout ça, c'est aussi de l'intelligence économique quelque part. Parce qu'il faut vraiment partir du fait qu'il y a une information, on trouve l'information, on sait comment la diffuser, on sait comment se protéger, on sait comment influencer. Et c'est ça, en fait, l'intelligence économique. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que j'étais long, hein, je pense. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Je ne sais pas si j'attends. Non, mais ça va, ça va. Merci beaucoup, Je suis Franck. passionné, en fait. Donc, quand je commence comme ça, je m'emballe un peu Ça trop. se sent que tu vis la chose. C'est bien. Voilà. Et donc, voilà, retour d'expérience. Moi, pour vous donner mon expérience, hein, je commencer par moi-même. Ayant fait un parcours économiste, j'appréhendais quand même le domaine de l'intelligence économique. Je me dis, est-ce que, bon, c'est pas un truc abstrait, c'est pas une discipline est-ce que je vais pouvoir comprendre les enjeux, tout ça? Mais finalement, ça a été beaucoup plus facile, puisque en fait, c'est très facile en fait de comprendre les enjeux, de maîtriser les méthodes quand on s'y intéresse vraiment. Et moi, j'ai travaillé déjà avec des personnes qui ont eu un parcours juridique et qui en intelligence économique, sur les missions d'intelligence économique, font la plupart du temps tout ce qui est RGPD, par exemple, tout ce qui est protection des informations personnelles des personnes ou des entreprises hein, sur Internet. Donc, j'ai aussi des amis qui aujourd'hui, notamment le chargé de veille de Orange Côte d'Ivoire, qui est un ami, qui, voilà, il n'était pas du tout un profil économiste. Voilà, il avait fait la communication. Aujourd'hui, il est chargé de veille à Orange. Quoi d'autre Alors, à l'école européenne d'intelligence économique, j'avais des amis qui venaient plutôt d'un parcours relations internationales. Voilà. Bon, alors, relations internationales, c'est un peu proche de l'intelligence économique puisque il y a aussi ce volet géopolitique, géostratégie. Voilà. Comme Macron condamne les opérations russes
en Ukraine, voilà. Quand l'Union africaine condamne les propos du président tunisien sur l'immigration, voilà. Tout ça aussi, c'est de l'intelligence économique parce que la plupart du temps, ils arrivent à savoir cette info parce qu'ils font de la veille. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. S'il y a des personnes parmi vous qui ont des expériences, qui veulent partager aussi, ou si vous avez des questions, eh ben, on est tout oui à vous écouter. D'accord, merci Franck. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, alors n'hésitez pas. Ou Et sinon plus tard, hein, parce que ouais, après, on peut laisser les questions dans le chat box également. Et voilà, voilà, si tu peux, voilà, tu peux continuer avec la présentation du pôle voilà, formation. formation. Alors donc, comme vous l'avez compris, alors au niveau du cabinet Epi Partners, on a nos missions, on a nos prestations, mais on a vraiment un pôle formation où, puisque en fait, on a compris que dans le domaine, il y a très peu de personnes formées, alors que les entreprises demandent davantage des ressources en interne. Donc, on a mis en place une formation qui est basée vraiment sur l'expérience de nos consultants, donc qui sont basées sur des missions concrètes, des missions réelles. Donc, la plupart de nos cas pratiques, là, ce qu'on vous a expliqué un peu, voilà, c'est des cas réels d'entreprise. Donc, on fait des formations sur tout ce qui est veille. Donc, que ce soit l'audit d'un dispositif de veille, la mise en place du dispositif ou carrément l'externalisation en fait, d'une plateforme de veille. Donc, on forme des publics sur ça. Alors, que ce soit des étudiants ou des professionnels, c'est vrai qu'on a un panel quand même assez diversifié en termes de public. Donc, il y a aussi bien des chefs d'entreprise, des professionnels voilà, qui s'intéressent, et il y a aussi des étudiants. Et ce qui est très intéressant dans matière de ces formations, c'est qu'on aide vraiment nos apprenants à maîtriser, déjà à s'initier à la pratique de l'intelligence économique, à surtout avoir la maîtrise des méthodes, des outils, notamment des outils de l'intelligence économique comme la veille, comme comment faire une due diligence par exemple, comment mettre en place une stratégie d'influence en fonction des publics, comment éclairer la décision d'un chef d'entreprise, parce que la plupart du temps, le chef d'entreprise, il a besoin des informations assez précises, synthétiques, pour pouvoir tout de suite décider. Donc, on entretient aussi nos apprenants sur tous ces enjeux géopolitiques, géostratégie, alors, la configuration du monde de manière générale sous le prisme de l'intelligence économique. Voilà. Et puis on les aide aussi à mettre en place, quand c'est des professionnels qui sont dans les entreprises et qui ont pour mission de sensibiliser sur les pratiques de la cybersécurité, sur la gestion du patrimoine immatériel de l'entreprise. On les aide à mettre en place des méthodes, des dispositifs, comme par exemple ne pas cliquer sur un mail quand on ne sait pas d'où ça vient, comme pour de vérifier l'adresse email de la personne qui émet un email et être sûr que voilà, ça vient vraiment de cette personne-là qui revendique cette identité. Donc, on fait nos formations sur ces 5 grands objectifs. Après, on fait aussi des formations sur mesure en fonction du public ou en fonction de la demande de nos clients. Alors, parler package, puisqu'on fait en fait des formations où nous avons, là je parlerai tout à l'heure de notre partenariat avec un leader de la veille. Alors, nos formations sont certifiées Epi Partners, bien sûr, et ce sont des formations aussi certifiées SINDOP. Alors, SINDOP qui est un outil de veille, qui est l'un des leaders de l'Europe en matière de prestations de veille, donc qui est un partenaire dans le cadre des formations surtout. Et nous vous proposons en fait cette certification-là. Donc, celui qui fait une formation
avec nous a droit à cette certification. Bien sûr, quand il sera apte à l'avoir, dans tous les cas, on forme de telle sorte à ce que ce dernier-là puisse au moins sortir avec cette certification. Et en fonction des packages, on a des mesures supplémentaires et des services supplémentaires pour permettre vraiment à celui qui est formé d'être tout de suite autonome et tout de suite opérationnel sur les sujets de veille ou d'intelligence économique. Donc, on a des attestations, on a des heures de formation, on a du temps que nos consultants, nos experts dédiés, et très souvent on le fait en fonction des domaines d'activité, nos experts dédiés prennent pour accompagner, le former. S'il a un projet, si c'est un professionnel qui est déjà dans une entreprise, on l'accompagne sur un sujet réel, concret de veille. On lui propose des ouvrages ou des références qu'il peut avoir pour mieux maîtriser peut-être les techniques de veille, les méthodes de collecte d'informations et tout ça. Et de surcroît, on donne des accès à des événements, des réseaux, d'intelligence économique pour vraiment permettre à cette personne-là d'être aussi en contact avec des pairs du domaine, pouvoir échanger sur des expériences, pourquoi pas trouver des marchés aussi, puisque ça arrive entre deux professionnels de veille de deux entreprises, en échangeant, ils arrivent à faire gagner des parts de marché à d'autres, à leurs entreprises. Et donc, c'est tout ça qu'on met à la disposition en fait, de nos apprenants. Pour parler de SynDop, alors on a prévu vous montrer une petite démonstration de l'outil pour que vous voyez un peu, puisque quand on parle, c'est souvent bien aussi de voir. Donc, on a prévu une petite démonstration. Alors, SynDop, pour vous parler de SynDop, alors aujourd'hui, nous, avec SynDop, c'est un partenariat, je dirais, exceptionnel qu'a SynDop avec une entreprise en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes les seuls partenaires, nous sommes un partenaire privilégié de SynDop. Et donc, nous travaillons sur tous les domaines liés à l'intelligence économique et à la veille. Donc, on a des clients qu'on accompagne ensemble sur des sujets d'intelligence économique ou de veille. Voilà. Et c'est un partenariat qui fait quand même pas mal de... Je ne sais plus, ça fait combien de temps, mais qui est quand même pas mal en termes de durée. Donc, SynDop, c'est un outil qui permet de pouvoir faire la veille, ce qu'on appelle la veille 360 degrés, c'est-à-dire la veille sur tout type de sujet. Tout à l'heure, Noémie vous parlait de veille concurrentielle, veille marché, veille juridique et tout ça. Voilà, sur tout type de sujet. Et le plus important, en fait, il permet vraiment de pouvoir détecter des opportunités commerciales, de pouvoir surveiller de nouveaux marchés, trouver de nouveaux produits ou améliorer peut-être pour une entreprise sa marque ou connaître mieux son client. C'est aussi un outil qui permet, tout à l'heure on parlait de anticipation, tout ça. L'outil permet de pouvoir anticiper sur tout ce qui est risque, même les crises. Là, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple du cas Manpower, c'est avec SynDop que j'ai pu remonter jusqu'à la première personne qui a publié le tweet, par exemple. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur SynDop et sur nos partenariats. Alors, j'ai préparé cette petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble, la plateforme. Donc, je vous la mets pour que... SynDop surveille tout pour vous livrer l'essentiel. Face à la surinformation, l'accélération et la complexité des marchés, la mission de SynDop est d'aider les entreprises à détecter les signaux faibles et les événements importants, qu'il s'agisse de risques ou d'opportunités. Pour cela, nous mettons à votre disposition une plateforme de veille stratégique issue de 13 années de recherche et développement. Pour les responsables de veille, l'objectif est de gagner en productivité en travaillant avec les bons outils. Pour les décideurs, il s'agit de gagner en compétitivité en disposant des bonnes informations au bon moment. C'est ainsi l'ensemble des directions métiers qui bénéficient d'un service de veille personnalisé.
détection d'un nouveau concurrent, risques réglementaires ou fournisseurs, fusion et acquisition, levée de fonds, gestion de crise, nomination, innovation technologique, opportunités commerciales. Faites émerger l'intelligence collective en animant votre veille collaborative. Comment ça marche? 3 étapes clés: la collecte, l'analyse et la diffusion. Plus de 50 millions de sources web à l'international sont analysées en temps réel, ainsi que des bases médias, les remontées terrain et favoris de navigation. L'analyse est fortement automatisée grâce à l'intelligence artificielle. Les résultats sont transmis aux directions métiers via des newsletters personnalisés, des alertes ciblées et des tableaux de bord interactifs intégrés au réseau social de l'entreprise. Pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de veille, vous disposez du centre de formation SINDUP, du club utilisateur et d'un service client ultra réactif. Nos 300 clients en France et à l'international sont des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Également présente au sein de 50 écoles et universités partenaires, la plateforme SINDUP contribue chaque année à la formation de 1700 étudiants à la veille. Faites de l'information une force stratégique. Dès aujourd'hui, rendez-vous sur sindup.com pour une démo en ligne. Voilà. Voilà, donc, pour clore, voilà ce que j'avais à vous montrer. Et je vous... je laisse Christian prendre la main. Merci. Voilà. C'est vrai que j'ai été long. Et Après, c'était long, mais c'était instructif. Donc, c'est l'essentiel, en fait. voilà. Merci Franck. Merci à Franck, merci à Noémie pour vraiment ces échanges-là et qui ont été assez, je vais dire, instructifs. Alors, je ne sais pas, jusque-là, je n'ai pas encore reçu de questions. Je ne sais pas si parmi nos éditeurs, il y a des choses que vous aimeriez que Franck ou Noémie éclairent un peu plus. Si vous avez des questions, je ne sais pas. C'est le moment de poser les questions. Des questions. Oui. Alors, j'ai entendu 2 voix, mais je vais commencer peut-être avec Kuruma. Ok. Moi, je voulais juste demander un petit résumé de ce qu'on vient de voir. Kuruma, il y a des voix juste à côté de toi, je pense. On ne t'entend pas. Je voulais un résumé de 2 minutes au plus de tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur la veille, sur la due diligence, sur la gestion des risques. Voilà. Donc, je voulais un résumé de l'intelligence artificielle. Ok. Merci Kuruma. On répond en même temps ou Oui, je pense que ça serait... on peut aller comme ça. Alors, donc, pour vous résumer, l'intelligence économique, alors... Un résumé en 2 minutes, elle a dit. Oui, bien sûr, en 2 minutes. Elle a accès exigeante. Alors, c'est un ensemble de techniques, de méthodes qui consistent, en fait, à faire de l'information un élément essentiel pour pouvoir décider. Et donc, il se repose sur l'analyse, la collecte, l'analyse et la diffusion des informations. Et pour faire cette démarche-là, cette démarche repose sur 3 piliers, qui est la veille, donc qui permet de pouvoir analyser, pouvoir surveiller tout ce qui se passe, la protection qui permet de pouvoir protéger les informations sensibles ou pas, et l'influence qui permet de pouvoir faire sortir des informations dans le but d'influencer les décisions. Voilà, c'est ça en fait en 3 mots. Et ça peut s'appliquer au secteur public comme au secteur privé. Et il n'y a pas un profil type pour pouvoir le faire. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Quelque chose, mais c'est ce que moi je dirais. Après, je ne sais pas. Kuruma, c'est bon, tu es satisfaite? Je pense qu'elle est satisfaite. Ouais.
Alors, on a Christelle également. Je ne sais pas si Christelle a des questions. Moi, j'ai pas de questions. J'ai suivi toute. Enfin, je suis arrivée un peu tard, mais j'ai suivi toute l'intervention. C'était très complet et ça m'a permis, voilà, de m'apporter une vision plus globale par rapport à l'entretien qu'on avait déjà eu sur l'intelligence économique, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je savais pas que c'était que ça faisait partie des outils. Donc, j'ai pas d'autres questions, mais merci beaucoup. D'accord. Et juste pour rebondir, vous avez dit tout à l'heure, alors je me permets de vous tutoyer, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Vous Oui, bien sûr. permettez? Merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris le webinaire en marche. Alors, si vous pouvez vous présenter ce que vous faites et puis la motivation, l'intérêt que vous avez avec l'intelligence économique. Moi, je suis Christelle Ange Auboumobilier. Je suis élève étudiante en deuxième année de master, de double master de relations internationales, donc de droit international à l'Université d'Assas et d'histoire des relations internationales à l'Université de la Sorbonne à Paris. Et j'ai découvert le domaine de l'intelligence économique au gré de mes relations, de mes fréquentations. On a tout un réseau d'alumni de notre faculté qui est venu se présenter, dont un qui a travaillé dans ce domaine, qui nous a longuement expliqué en quoi ça consistait. C'était déjà l'an dernier et de ce biais-là, je m'y suis intéressée plus longuement. J'ai fait des recherches, je me suis renseignée et c'est un domaine qui m'a intéressée. Et donc, dans le cadre de mon stage de fin d'études là, de Master 2 de second semestre, il m'a été demandé d'effectuer un stage. Et comme c'est un peu de l'intelligence économique, et voilà ce que je fais ici. Merci beaucoup, Christelle. Je vous Merci. en prie. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a... Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, je sais qu'il y avait Diomandé, c'était Diomandé Andrea, je pense qu'il n'est plus là, ok. Bon, Ouais. je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, hein. De toute façon, s'il y a des questions, oui, tout, de toute façon, on pourra éventuellement. De toute façon, on est présent sur les réseaux sociaux, on a Justement, notre site internet, donc si éventuellement quelqu'un a des questions, il pourra peut-être se rapprocher de nous après. d'accord, d'accord, d'accord. Dans ce cas-là, ok, je pense qu'on était tous satisfaits. On va annoncer le mot de fin et puis comme ça dire merci à Franck et à Nomi pour leur intervention. Merci également à tous les participants. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ici. Et comme Franck l'a dit, n'hésitez pas, voilà, EBU Partenaires sur les réseaux sociaux, ils ont leur page LinkedIn, on a notre page LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.